Bonjour Asdine Taibi. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Asdine, tu es maire de Stein en Seine-Saint-Denis. On va faire le point ensemble sur la situation dans ta commune. On parlera de déconfinement, mais on reviendra surtout justement sur la situation des écoles parce que il y avait un niveau très faible d'ouverture des écoles en Seine-Saint-Denis. Mais d'abord, un mot sur le rassemblement massif qui a eu lieu hier devant le tribunal de grande instance de Paris en soutien à la famille Traoré. Je l'ai dit, le rassemblement a été massif. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, d'après toi. Il y a une prise de conscience qui s'étend dans la société. Ouais. Je serais tenté de dire que la prise de conscience, elle ne date pas d'hier, elle date maintenant depuis plusieurs mois, voire maintenant quelques années. Et je pense que cette période de confinement a peut-être donné un coup d'accélérateur à une mobilisation encore plus forte. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant hier. Malheureusement, je n'ai pas pu m'y rendre hier puisque j'avais un impératif ici sur Stein, mais j'avais adressé un petit message au comité d'Adama Traoré. C'était impressionnant. Alors, évidemment, il faut faire le lien avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis après le décès du jeune George Floyd. Donc, je pense que c'est évidemment lié. De toute façon, les violences policières, qu'elles se produisent en France ou aux États-Unis, un peu partout en Europe, ça reste des violences policières extrêmement graves. Et puis, ça reste aussi des violences vis-à-vis de populations issues des quartiers populaires. Et c'est vrai que cette mobilisation hier, elle donne un peu de baume au cœur et puis elle donne certainement une nouvelle perspective forte qu'il faudra continuer à construire parce qu'en face, très rapidement, évidemment, l'organisation à la fois des institutions mais aussi la protection qui est faite vis-à-vis de ces gendarmes et puis des policiers qui sont très violents. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais malheureusement, c'est le cas d'un bon nombre de policiers dans cette institution. Il faut bien voir que la contre-attaque, elle est terrible. J'écoutais ce matin France Inter une représentante d'un des syndicats qui, en gros, défendait l'indéfendable en expliquant que les violences policières, il ne fallait pas non plus exagérer, et puis il ne fallait pas non plus forcément faire un rapprochement avec ce qui se passe aux États-Unis. Sauf que malheureusement, le comportement des policiers ici en France est le même que celui que nous connaissons aux États-Unis. Et quel que soit l'endroit où on est, on ne peut pas laisser passer cette violence policière qui, derrière, caractérise aussi une violence institutionnelle, une violence sur des bases de racisme et d'injustice sociale. Voilà. Donc, c'est plutôt encourageant ce qui a été fait hier soir. Vraiment une mobilisation extrêmement importante, impressionnante. Beaucoup de jeunes, paraît-il aussi. Ouais. Il y a un slogan qu'on entend beaucoup, qu'on a beaucoup entendu hier et qu'on entend souvent dans les manifestations contre les violences policières, c'est pas de justice, pas de paix. On l'entend aussi dans les manifestations aux États-Unis où on voit, il y a beaucoup d'émeutes, il y a beaucoup de violences, il y a des pillages, etc. Est-ce que pour toi, c'est une des réponses qu'on peut ou qu'on devrait apporter face aux violences policières, comme tu dis, institutionnelles? Évidemment, personne ne souhaite que la situation se dégrade et que la violence vienne de toutes parts. Je pense que personne ne souhaite cela. Pas plus d'ailleurs les manifestants qui étaient très nombreux hier, pas plus le comité d'Adama, pas plus Assia Traoré, qui eux, au contraire, demandent à ce que la République, là en l'occurrence en France, à ce que les institutions et donc a fortiori la République respectent justement les citoyens, respectent tous les individus et que chaque individu soit en effet jugé, condamné comme il devrait être face à la justice. Mais sauf que là, moi j'entends au travers du slogan, c'est vrai que ça peut faire flipper beaucoup de personnes en disant oh, pas de paix, pas de justice, c'est pratiquement nos futurs, on est face à une situation, on va dire presque d'insurrection. Mais derrière ça, moi j'entends surtout un appel et des manifestants hier, mais aussi un appel de ce que représente Assad, de ce que représente l'ensemble des collectifs. Là, on parle du collectif Adama, mais il y a bien d'autres collectifs. Un appel auprès des responsables politiques, et d'ailleurs de tous les responsables politiques, d'ailleurs, parce que du coup, ça interpelle le gouvernement, ça interpelle le pouvoir actuel, mais ça interpelle aussi tous les politiques, parce que bon, moi du coup, je suis mal placé pour le dire. Je n'étais pas hier soir, alors que si j'avais pu y aller, j'y serais allé sans aucun problème. Je l'ai fait à d'autres. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de responsables politiques, y compris des responsables politiques plutôt de gauche, des responsables. Il y avait quelques députés de la France Insoumise, du Parti communiste français. C'est très important. Là, je m'en doutais qu'ils étaient présents à cette manif. Mais quelque part, il y a un appel, en tous les cas, à ce que la République reconnaisse tous ces enfants, et en particulier
celles et ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Et ce n'est pas une question, je dirais, de telle appartenance, je dirais, de telle appartenance ethnique ou autre. Il y a une question, je dirais, de est-ce qu'on est véritablement dans une république qui protège et qui reconnaisse les citoyens à part entière. Voilà. On t'avait rencontré il y a 2 ans, on était venu te voir dans ta mairie. Tu nous avais dit vouloir travailler à l'image des quartiers qui sont, tu viens de le dire, trop stigmatisés, notamment dans les médias. Il était même question d'ailleurs à l'époque d'une plainte collective contre Google. Où est-ce que tu en es de ces démarches et qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Est-ce que d'abord les choses ont changé? Est-ce que la jeunesse de Stein est moins stigmatisée, est moins arrêtée par la police? Enfin, si tant est qu'il y ait une police qui circule à Stein, parce que tu nous avais aussi dit qu'il y avait beaucoup moins d'effectifs de police à Stein que dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Alors déjà, la situation sociale et puis le rapport ou la présence, en tous les cas, des services publics et des institutions sur Stein, mais ce n'est pas que sur Stein, n'a malheureusement pas changé, voire même elle s'est même dégradée là-dessus. Donc, on a une situation sociale qui, malheureusement, est ce qu'elle est. Elle ne s'est pas forcément améliorée. Par contre, ce qui est très intéressant à observer, mais pas que sur Stein, c'est que là, il y a une mobilisation citoyenne qui commence à prendre, je dirais, corps, qui commence à prendre forme. Et y compris avec des revendications qui ont davantage de contenu, des revendications qui sont beaucoup tournées sur la justice sociale, sur la question du bien vivre ensemble. Et ça, moi, je le ressens de plus en plus sur Stein et plus largement dans d'autres villes. Voilà. Moi, j'ai un peu le sentiment que, évidemment, les quartiers populaires sont toujours autant stigmatisés. On l'a bien vu avec cette période de crise sanitaire, combien les quartiers populaires ont payé un lourd tribut. Hein. On a cumulé… Malheureusement, pour moi et pour les élus qui sont sur le terrain ou les militantes et les militants, ce n'est pas vraiment une surprise de savoir que la crise sanitaire a adoubé complètement la crise sociale. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On ne cesse de le condamner depuis très, 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 très longtemps. Et donc, on voit bien que les quartiers populaires ont payé un lourd tribut par rapport à cette situation. Moi, ce que je ressens par contre, alors on s'est vu, c'est vrai, il y a 2 ans, depuis, beaucoup de choses ont évolué. Entre-temps, j'ai déposé plainte contre l'État pour rupture d'égalité. Je pense qu'à l'époque, on était vraiment aux prémices. J'avais en effet annoncé l'idée. Bon, pourquoi j'en suis arrivé là? C'est parce qu'à un moment donné, bon, déjà, il y a eu le rapport parlementaire qui, quelque part, est malheureusement a conforté notre constat de voir que la République est en échec en Seine-Saint-Denis, et c'est le cas. Et quand je dis que la République est en échec en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas du tout pointer les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires de la préfecture ou de la sous-préfecture qui font ce qu'ils peuvent, mais c'est de pointer justement des politiques d'austérité qui se sont bien structurées depuis très longtemps, et pas que depuis l'arrivée de Macron, sous Hollande, sous Sarkozy, donc des politiques d'austérité qui se sont bien structurées depuis près de 30 ans, une politique de la ville qui est complètement calamiteuse, et force est de constater que les services publics et que, je dirais, la force de l'État dans nos quartiers populaires est en recul, est en échec total. Et enfin, alors justement, Asdine, compte tenu de ce qu'on vient de traverser et qu'on va sans doute traverser encore, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu t'inviter, parce que Le Monde révélait hier que justement sur la situation des écoles, donc tu parlais des services publics, sur la situation des écoles en Seine-Saint-Denis, moins de 10% des écoles sont ouvertes en Seine-Saint-Denis contre plus de 40% dans beaucoup de départements de France. Comment tu l'expliques ça? Comment ça s'explique? J'explique comment par 2 choses. La première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, la crise sanitaire a eu des dégâts considérables ici en Seine-Saint-Denis et particulièrement à Stein. Je vois par exemple le nombre de décès qui ont été recensés durant la période de mars, avril, mai 2020 a quadruplé par rapport à mars, avril, mai 2019. On est passé de 36 décès en 2019 à 118 décès en 2020. C'est considérable. Tous ne sont pas forcément des Stanois, mais le chiffre a été multiplié par 4. Donc, il y a eu une situation de crise sanitaire qui a été terrible. Donc, forcément, parce que ce sont les travailleurs qui partaient travailler, y compris en début du confinement. Donc, ce sont ceux-là qui ont été les plus victimes, soit malades ou soit malheureusement décédés. Donc, forcément, il y a de la part des citoyens une crainte très, très forte d'envoyer leurs gamins. Ensuite, en effet, on a une situation de décrochage qui est terrible. Mais le décrochage, il n'a pas, je dirais, il n'est pas apparu que depuis la période du confinement. Et moi, je ne cesse de dire au préfet, je l'ai dit d'ailleurs, j'avais envoyé un courrier à Blanquer qui ne m'a pas répondu, mais après, il fait ce qu'il veut. Il préfère faire une déclaration sur LCI stigmatisant certains maires ne voulant pas ouvrir les écoles. Moi, j'ai fait le choix de ne pas ouvrir l'ensemble des écoles. J'ai fait ce choix-là parce que j'estime qu'on n'a encore aucune certitude d'une nouvelle vague d'épidémie qui pourrait revenir dans le cadre scolaire. Et puis, je n'ai pas les moyens.
Donc, je veux bien, l'État nous… Pas les moyens, ça veut dire pas les moyens de mettre en place des dispositifs de Exactement, je sanitaire, n'ai pas tous les moyens. J'ai des écoles, nettoyage. exactement, j'ai des écoles qui ne sont pas du tout adaptées à pouvoir mettre en place les gestes barrières comme le préconise le protocole sanitaire. Et je rappelle quand même que le conseil scientifique avait quand même préconisé l'idée de ne pas réouvrir les écoles maintenant et d'attendre une ouverture, je dirais, efficace, sérieuse en septembre. Moi, j'ai fait le tour des écoles, des quelques écoles que j'ai ouvertes mardi, depuis mardi, donc hier avec la sous-préfète. J'ai pu constater qu'en effet, les gamins que l'on a accueillis, moi j'ai fait le choix d'accueillir d'abord les gamins les plus en difficulté, les plus décrocheurs, et ça c'est important, on a fait tout un travail, et puis d'accueillir les gamins soignants. J'ai pu constater que les gamins étaient en effet contents de revenir à l'école, mais en même temps, il faut voir dans quelles conditions. Et les enseignants nous ont dit, mais très franchement, on ne fait pas court, c'est de la garderie, ce que disait Philippe Mérieux à juste titre, en disant il faut arrêter de croire que le retour à l'école va permettre de rattraper, je dirais, de restructurer l'échec scolaire qui a été confirmé durant 2 mois de confinement. Non, pas du tout. Donc là, on est dans une situation complètement anormale. Et forcément, je ne suis pas surpris qu'en Seine-Saint-Denis, le chiffre soit beaucoup moins important que d'autres endroits. Nous, ce qu'on demande, moi, ce que je demande en tant que maire, et je ne suis pas le seul à le demander, c'est des moyens conséquents, justement, pour l'éducation. Et là-dessus, Ça veut dire, Asdine, que d'ici la fin de l'année scolaire, il n'y aura pas de réouverture d'école chez toi? je reste sur 4 écoles ouvertes et je n'irai pas au-delà. Donc la rentrée pour toi, la rentrée des écoles, c'est septembre a priori. Moi, je prépare la rentrée dès septembre et je demanderai à l'État et donc évidemment au rectorat des moyens conséquents. Je demanderai à ce qu'il n'y ait pas de suppression de RASED et qu'il y ait retour des postes RASED parce que je veux bien que d'un côté, Blanquer, je dirais, s'émeut face à cette situation sociale difficile pour les gamins et que les gamins sont en grande difficulté scolaire. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime les RASED, il ne remplace pas les profs, il supprime les moyens d'éducation. Donc, c'est ces mesures qui sont antisociales. Et ce n'est pas ma décision, puisqu'il a estimé que ma décision et celle de quelques maires est une décision antisociale et va à l'encontre de l'intérêt des gamins. Ce sont ces mesures qui sont totalement antisociales. Et ça, j'aimerais bien que de temps en temps, ils puissent le reconnaître. J'ai une question un peu naïve, mais là, du coup, tu demandes à Blanquer, au Premier ministre ou à je ne sais pas qui, à l'exécutif en tout cas, tu demandes plus de moyens. Mais c'est la seule chose que tu peux faire en tant que maire, ou tu as d'autres recours, d'autres façons en fait de mener une politique pour essayer de précisément limiter ces inégalités sociales que tu dénonces. Moi, je le fais localement. J'essaye avec les moyens que j'ai et le budget que j'ai au niveau de la ville d'apporter des moyens, d'apporter des actions et des projets pour la réussite éducative. Je précise simplement que mon budget est constitué de 60% dédié à l'enfance et à la jeunesse. Donc 60% du budget, c'est-à-dire que sur 10 euros dépensés, 6 euros vont à la réussite éducative de nos enfants, de nos jeunes, etc. Ce qui n'est pas forcément général dans beaucoup de villes. Force est de constater qu'à côté de ça, parfois je suis obligé de me substituer à l'État, puisque l'État recule sur les moyens financiers. Alors, il y a des moyens financiers, mais aussi des moyens humains. C'est la croix et la bannière de pouvoir trouver des AVS, de pouvoir trouver des enseignants qui puissent venir travailler dans nos écoles. Et puis, contrairement à l'image reçue, quand des enseignants viennent travailler sur STAM, d'abord, quand ils viennent sur STAM, ils ne le font pas forcément par un choix volontaire, ils le font par dépit, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais une fois qu'ils sont installés, une fois qu'ils commencent à travailler sur STAM, je peux vous dire très franchement que à 80%, ils veulent rester sur ça. Et je suis sûr que c'est pareil sur Aubervilliers, sur la Conop, parce qu'ils sentent qu'il y a une telle demande, il y a un tel besoin, et puis il y a une telle proximité avec les habitants, avec les enfants, il y a quelque chose de très, très fort. Donc, voilà. Donc, il faut que là-dessus, puisque c'est une compétence régalienne et que, justement, le rapport parlementaire de 2018 démontre qu'il y a un échec total en matière d'éducation, c'est terrible en Seine-Saint-Denis, et que, justement, un élève à moins de dotation si on fait la comparaison avec un élève parisien. Mais Asline, comment on répond concrètement aux familles qui sont sans doute inquiètes du fait que leurs enfants ont perdu 3 mois, peut-être un peu plus, notamment avec, si on cumule avec l'autre événement du début d'année qui était les grèves, ça fait quand même des enseignements qui vont manquer à ces enfants. On fait quoi? On dit c'est pas grave, c'est une année blanche et on redémarre sur une année nouvelle en septembre? Ou est-ce que ça veut dire qu'dans des communes comme la tienne, vous allez mettre en place des dispositifs cet été pour accompagner les enfants qui d'ailleurs sans doute dans des quartiers parfois ne partent pas en vacances
Alors, pour être très clair, aucun enfant astreint ici est abandonné. On a recensé les enfants les plus décrocheurs. Il y a un suivi qui est effectué à la fois par l'éducation nationale locale, par le représentant local, et par nos services. Il y a un accompagnement qui est fait de manière individualisée, c'est-à-dire qu'on a pris contact avec l'ensemble des familles, y compris j'ai demandé aux équipes d'aller sur le terrain. On a travaillé sur la fracture numérique, c'est-à-dire qu'on a équipé maintenant pratiquement 500 foyers avec une tablette. On a pu avoir des dons par-ci par-là. Moi, j'ai passé mon temps pendant 2 mois à aller chercher des dons pour des denrées alimentaires et des dons pour équiper des enfants avec la tablette. Donc, on a mené ce travail-là. Il y a des enfants qui sont actuellement suivis. Et puis, justement, on travaille pour préparer cet été. C'est-à-dire que cet été, nous allons organiser à la fois des séjours en centre de vacances, parce qu'à Astin, nous avons des centres de vacances qui ne sont pas très loin de la ville, à 200 km à peine. Et puis, dans les quartiers, nous allons mettre en place un dispositif d'accompagnement et de soutien scolaire. Et là, nous avons fait un appel auprès des enseignants et des directeurs d'école pour justement être dans cette démarche volontaire. Donc, on va travailler durant tout l'été, ce qu'a appelé Blanquer les vacances apprenantes, et je n'aime pas trop ce terme-là. D'ailleurs, on n'a pas attendu la proposition de Blanquer justement pour réfléchir à mettre en place un dispositif d'accompagnement scolaire qui va se mettre en place dès le mois de juillet et au mois d'août pour justement bien préparer la rentrée. Donc, pour autant, les enfants ne sont pas abandonnés. Mais tout ça, très franchement, ne réglera pas pour autant, je dirais, la difficulté scolaire, le décrochage scolaire qui malheureusement persiste depuis très très longtemps. Cela veut dire que là, compte tenu de ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire, il faut que l'État mette des moyens conséquents, mais ce n'est pas des petits moyens, on ne veut pas du saupoudrage, mettre des moyens conséquents dès la rentrée pour garantir des moyens en matière d'éducation. À mon avis, c'est la priorité. On a une dernière question, Asdine. Tu as été réélu dès le premier tour en mars dernier avec près de 60% des voix. Il y a d'autres communes communistes qui n'ont pas eu cette chance. C'est le cas à Saint-Denis où les communistes ne vont pas faire alliance avec les insoumis. C'est le cas aussi, par exemple, au Havre où le PCF n'a pas trouvé d'accord avec les écologistes. Quelle lecture tu fais de ces accords du Parti communiste, de ton parti, à géométrie variable qui risque, dans un cas, de favoriser Hanotin, le candidat socialiste, et dans un autre cas, de favoriser le Premier ministre Édouard Philippe? Bon, déjà, par exemple, sur le cas de Saint-Denis, mais aussi sur bien d'autres villes, très franchement, j'aurais aimé qu'il y ait un accord à la fois sur le contenu, sur le programme. Et je pense que, par exemple, à Saint-Denis, on n'était pas loin de pouvoir signer un accord entre l'AFI, représenté par Bali, que je connais très bien par ailleurs, et puis Laurent, que je connais aussi très bien, représenté par le PC. On n'était pas loin d'un accord. Ce qui, bon, après, moi, je ne veux pas faire d'ingérence sur leur querelle en interne, mais ce qui est regrettable, c'est que souvent, le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord, parfois repose sur pas grand-chose. Repose sur des postures personnelles, sur des égos. Et quand je dis ça, je ne le dis pas par rapport à Laurent et par rapport à Bali, loin de là. Mais je pense que malheureusement, il y a toute une organisation autour qui fait que certainement, certains ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accord. C'est bien regrettable parce que ça me ferait vraiment mal au cœur que cette ville bascule. Et je dis bien bascule parce que la politique prônée par Hanotin, pour moi, n'est pas une politique de gauche. Je le dis très, très clairement. Et je n'hésiterai pas une seule seconde à lui dire en face de lui là-dessus, sans aucun problème. Mais c'est bien dommage, en tous les cas sur Saint-Denis, mais aussi sur d'autres villes. Je pense aussi à Aubervilliers. Le fait parce que derrière, les conséquences, ce n'est pas simplement les conséquences, je dirais, des états-majors qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord, etc. Et puis, on sait très bien que chacun va se renvoyer la responsabilité. Mais derrière, les conséquences, c'est pour les quartiers populaires parce que Saint-Denis, qui est tout proche de Stein, Aubervilliers, ce sont quand même des villes où la population est très fortement en grande difficulté, en souffrance. Et là, on a besoin résolument vraiment de politiques innovantes, pas simplement que de politiques sociales, mais des politiques sociales innovantes qui permettent de sortir les habitants avec eux dans des solutions alternatives. Et là, je crains que ça ne soit pas le cas. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que je reste persuadé qu'il ne manquait pas grand-chose pour pouvoir trouver des accords par-ci, par-là. Et souvent, ce qui a malheureusement pris le dessus, c'est des considérations qui n'ont rien à voir avec le programme, qui n'ont rien à voir avec l'ambition politique portée dans nos villes et quartiers populaires. C'est bien dommage. Merci beaucoup, Asdine. Merci. Merci Pierre, merci Pablo.